Bonjour à tout le monde. Je remercie beaucoup la SMN pour cette organisation de cette édition du congrès du printemps de la Société marocaine de neurologie qui est vraiment, comme toujours, une réussite. Je suis ravie de répondre à la question qui m'a été adressée, de vous rapporter un peu une petite expérience avec le Mavenclad et vous parler de l'expérience de ce produit dans la vie réelle. Et je vais raconter quelques histoires, comme je vous ai dit, de la vie réelle avec quelques patients qui ont pu prendre ce médicament. Alors la première histoire, elle nous ramène à 2015, où j'étais à l'époque une résidente en deuxième année. Et donc, on m'appelle pour un jeune homme qui a 35 ans, qui n'a pas d'antécédents. Et donc, il conduisait sa voiture, il fait une crise épileptique généralisée, il fait un AVP, donc il se présente aux urgences. Le neurochirurgien le voit et puis il me l'adresse. Donc, on a demandé une TDM cérébrale et comme à l'époque, j'étais amie avec pratiquement tout l'hôpital. Donc la résidente de garde de radiologie, elle m'appelle, elle me dit « Je pense à une sclérose en plaques ». Donc je me dis, c'est avec ma petite expérience de résidente de deuxième année, c'est impossible de poser le diagnostic d'une sclérose en plaques sur une TDM cérébrale. Après, donc effectivement, je vois les images, il y avait des hypodensités de la substance blanche et je me suis dit, c'est probable, mais il faut qu'on complète par une IRM cérébrale. Donc, effectivement, on demande une IRM cérébrale, mais le patient, donc, il est perdu de vue, je ne l'ai pas revu. Dès que je lui ai annoncé qu'il s'agit probablement d'une pathologie qu'il faut, c'est-à-dire diagnostiquer et faire des investigations, donc il se perd dans la nature. Alors, en 2021, premier jour du service, de prise de service en tant que PA, une résidente d'ORL vient me dire « Je cherche Dr Tibar ». Je lui dis « C'est moi-même ». Elle me dit « Il y a un malade qui vous cherche parce que vous le suiviez à l'époque ». Quelle époque? Quand je viens d'arriver, je viens de mettre le pied. Comment vous savez que je suis là? Et elle me dit « Non, non, c'est un patient qui vous cherche personnellement ». Donc je le vois, c'est lui-même. Il a actuellement 41 ans, il est pharmacien de profession, il est marié, il n'a pas encore d'enfant. Et paraît-il que le mois d'avant, il a commencé à présenter quelques troubles de l'équilibre. Et quand je le vois, en fait, qu'est-ce qui l'a poussé à réellement me chercher? C'était la paralysie faciale. C'est parce qu'il a fait une paralysie faciale périphérique. Et donc, je l'examine et je trouve, effectivement, il a un petit syndrome cérébelleux, statokinétique, et il a une paralysie faciale. Et donc là, il était obligé de m'écouter. Donc, on a fait l'IRM. On a fait le bilan, effectivement, tout le bilan immunologique, le bilan infectieux, etc. Donc, on a pu, comme vous voyez, voir plusieurs lésions de la substance blanche qui sont confluentes. Ça veut dire qu'il y a de l'activité qui remonte à plusieurs années, il y a de l'atrophie qui s'installe. Et comme vous voyez, il y a plusieurs prises de contraste. Croyez-moi, le radiologue, il était vraiment... en fait, je ne sais pas, il a beaucoup adoré ce qu'il a vu, qu'il m'a donné à peu près 5 clichés juste pour le thé un gado. Par toutes les coupes qu'il passait, il trouvait une prise de contraste. Donc, on a vu avec ce patient toutes sortes de prises de contraste dans la sclérose en plaques, c'est-à-dire le nodulaire, l'annulaire, open ring, tout. Et donc, voilà, donc, on a pu avoir un DBOC profil 2 dans l'IEPP. Effectivement, je lui ai dit, ton cerveau, il est vraiment en train c'est-à-dire de brûler. On a annoncé le diagnostic et on a commencé à discuter un peu des choix thérapeutiques. Donc, en attendant, voilà, donc c'est une CEP très active. C'est un patient qui avait besoin de recevoir un bolus de Solu-Medrol. On a commencé par 3 grammes tous les mois pendant 3 mois. Donc, il a pu récupérer. Il a gardé quand même quelques séquelles. Donc, son EDSS, il était à 1,5. Je lui ai un peu parlé de toute thérapie de haute efficacité qui sont disponibles. Et quand il a entendu parler du Mavenclad, il était trop ravi parce que pour lui, tiens, il y a un traitement qui le convient en fait.
vu son profil. Donc, j'ai senti que c'était un patient qui va être mauvais observant, donc moi aussi, ça m'arrangeait. Et du coup, on s'est mis d'accord qu'il va commencer le Mavenclad. Donc, on a fait un bilan infectieux complet, notamment la tuberculose. Vous savez, nous sommes un pays où la tuberculose est voilà, un pays endémique de la tuberculose. Et donc, il fallait la rechercher. Et bien sûr, on a proposé une vaccination, notamment le pneumocoque et le VZV, qui n'étaient pas immunisés, pour lesquels ils n'étaient pas immunisés. Et donc, notre histoire a commencé en 2022. Donc, la première année, il a reçu le traitement sur 2 mois, le premier mois sur 1 semaine, le deuxième mois sur une deuxième semaine. Et donc, j'ai contrôlé l'IRM à 1 an. Donc, déjà sur l'évolution clinique. Donc, sur cette année, il était libre de pousser. Son EDSS n'a pas changé, il était toujours à 1,5. C'est un patient qui est autonome, il travaille dans sa pharmacie lui-même. Je le voyais tous les 3 mois. Et quand il venait, il me dit « Je viens juste vous saluer, papoter avec vous, docteur. » C'est-à-dire, c'est moi qui l'appelais à chaque fois pour venir. Et donc, voilà, il était stable, il était ravi. Et pour ce qui est de l'évolution radiologique, vous voyez qu'il n'y a pas de prise de contraste et les lésions n'ont pas changé. Les lésions elles sont c'est-à-dire tout le temps confluentes comme elles l'étaient. Il n'y a pas de nouvelle lésion qui a été rapportée par le radiologue qui a fait la première IRM aussi. Et donc, on peut dire qu'on a un peu éteint le feu qui était dans son cerveau. Alors, quand vous allez peut-être entendre parler du Mavenclad, vous allez entendre dire que c'est un immunosuppresseur, qu'il est sélectif, que c'est un traitement d'induction qui entraîne une repopulation lymphocytaire. Et qu'est-ce que c'est comme molécule? Donc, c'est une analogue de la déoxyanédosine. Et cette molécule, ce prodrug, il a besoin d'être phosphorylé pour donner la molécule active qui est la CDATP. Cette molécule active, elle trouve plus son action importante au niveau des lymphocytes parce que ces lymphocytes sont plus riches en DCK. Et l'accumulation de ce métabolite, elle va entraîner l'inhibition de la synthèse de l'ADN lors de la division cellulaire. Elle va entraîner une apoptose et autophagie des lymphocytes, celles qui sont en division ou en repos. Et donc, cela va entraîner une déplétion des lymphocytes B et des lymphocytes T, sauf que ça va être transitoire et cela va être suivi d'une reconstitution immunitaire. En fait, quelques auteurs se sont aussi intéressés à revoir d'autres effets de la cladribine et on lui a décrit un autre effet immunomodulateur, non seulement sur 1 ou 2 populations lymphocytaires, mais sur d'autres cellules immunitaires en agissant sur leur prolifération et maturation et activation. Et chose qui est très intéressante à rapporter par rapport à la cladribine, c'est une petite molécule, donc elle est capable de traverser la barrière hématoencéphalique, chose que les autres DMT, par ma connaissance en tout cas, ne sont pas capables de le faire. Et donc, ça a été rapporté de façon objective par quelques écrits dans la littérature. Comme vous le savez, c'est quelque chose qui va bien sûr agir au niveau dans le système nerveux central, c'est-à-dire le site de toute la physiopathologie de la sclérose en plaques. Alors, comme on vient de dire, donc la cladribine, elle agit au niveau du sang périphérique, elle va interrompre la cascade inflammatoire vers le système nerveux central, elle va aussi être capable de pénétrer au niveau du système nerveux central. Autre chose intéressante, c'est qu'on a fait une étude avec une molécule donc analogue de la cladribine qui était injectable et on a essayé d'étudier son effet sur les BOC. Au niveau du SR, donc on a pris 29 patients qui sont suivis pour sclérose en plaques et qui sont naïfs de tout traitement. Eh ben, on a remarqué que 55% de ces patients sont devenus négatifs. Encore une fois, là, à ma connaissance, ça n'a pas été vérifié avec d'autres DMT.
Donc, on a la chance avec la cladribine qu'il y a maintenant, avec l'étude première, un follow-up de presque 10 ans qui nous a apporté beaucoup de données. Et donc, on a pu un peu avoir le profil évolutif des lymphocytes après prise de la cladribine. Ce qui se passe, c'est qu'à peu près à la 5e semaine, on va avoir une lymphopénie qui va toucher essentiellement les lymphocytes B et T. Alors pour les lymphocytes B, ils vont diminuer aux alentours de 70%, pour les lymphocytes T aux alentours de 50%, et pour les lymphocytes T, c'est surtout, quand on parle des lymphocytes T, c'est surtout les CD4. Et généralement, les CD8 ne baissent pas en dessous de la moyenne normale. Ce qui est du retour à la normale, c'est après, bien sûr, la dernière prise. Pour les lymphocytes B, c'est aux alentours de la 30e semaine. Et pour les lymphocytes T, ils reviennent à la normale autour de la 43e semaine. Alors, pour toutes les lignées, toutes les autres lymphocytes, tout se normalise autour de la 144e semaine. Cela veut dire, en début de, c'est-à-dire à la 3e année, on va revoir une reconstitution immunitaire, c'est-à-dire des taux de lymphocytes normaux. Alors, donc on peut dire que le Mavenclad, c'est une approche qui est innovante dans le traitement de la sclérose en plaques à forme hautement active. C'est le seul traitement immunomodulateur oral qui cible sélectivement les lymphocytes B et T avec un impact minimal sur l'immunité innée. Ça, c'est très important à préciser. Et il a le potentiel à traverser la barrière hémato-encéphalique et pénétrer dans le système nerveux central, qui est le site, comme j'ai dit, de la physiopathologie de la sclérose en plaques. Alors, comment on va avoir la courbe de retour à la normale des lymphocytes? Donc, comme vous pouvez le voir, ça a été démontré par les études Clarity et Clarity Extension. Donc, les lymphocytes, bien sûr, ils vont commencer à diminuer au cours de la première et la 2e année, mais le taux se rétablit à partir de la 3e année. Et avec l'étude Clarity Extension, on a pu voir que, voilà, le taux continue à augmenter au fil du temps, et comme vous voyez, il n'y a pas réellement de grade de lymphopénie sévère. Alors, par rapport à ces indications, donc pour l'AMM marocain, donc le Mavenclad, il est indiqué pour le traitement de la sclérose en plaques chez les adultes qui ont une forme récurrente, rémitante, active. Et cette activité doit être objectivée soit par la clinique, soit par l'imagerie, notamment l'IRM. Alors, qu'est-ce qui est de l'efficacité dans cette forme de sclérose en plaques? Donc cet AMM a été le fruit de quelques études, notamment Clarity et Clarity Extension. Alors, on a pu démontrer qu'il y avait un effet sur le taux annuel de poussée de 58%, sur la progression, bien sûr, avec le DSS. Également pour les nouvelles, c'est-à-dire pour l'activité radiologique, donc que ce soit pour la prise de contraste ou bien les lésions en T2, donc avec une réduction qui atteint les 86% de la prise de contraste et 73% de l'apparition de nouvelles lésions en T2. Et voilà, cela en fait m'emmène à dire que les malades sous cladribine, ils atteignent un EDA3 qui voilà, s'approche de la moitié, donc à 47%. Et que quand je dis NEDA3, ça veut dire que je peux contrôler l'activité clinique par le nombre de poussées annuelles, je peux diminuer la progression de l'EDSS et également sur le plan radiologique, que ce soit par l'activité de nouvelles lésions T2 ou bien par l'apparition de prise de contraste en T1-GADO. Alors, cette efficacité, est-ce qu'elle était rapportée également dans la vie réelle? Je commence par cette Independent Study in Real World Population in Italy. Alors, c'était des analyses post-hoc voilà, qui ont essayé de comparer les patients qui ont pris le Mavenclad
ils ont analysé le NEDA, ils ont essayé de voir ceux qui ont pris le Mavenclad en premier, c'est-à-dire des patients naïfs, d'autres qui l'ont pris après un seul médicament et d'autres qui l'ont pris après 2 switches. Et donc, comme vous pouvez le remarquer, le NEDA est meilleur quand le patient le prend quand il est naïf. Et ce NEDA est vérifié toujours, mais on diminue ce contrôle de la maladie quand on passe à travers d'autres DMT. Autre étude intéressante à rapporter, c'est celle de l'étude GLIMS, qu'on appelle l'étude GLIMS. Donc, c'est l'étude qui a essayé de comparer l'efficacité du Mavenclad versus autres thérapies per os. Et donc, ces thérapies per os, et éventuellement, c'est les fingolimod, diméthylfumarate, teriflunomide. Et donc, le Mavenclad, il a démontré qu'il est significativement supérieur dans la vie réelle, toujours, sur le taux de poussée annualisé, sur le délai jusqu'à la première poussée et sur la persistance au traitement. C'est des notions très importantes à dire et à rapporter, la persistance et le contrôle de l'activité de la maladie. Alors, autre étude de la vie réelle qui a confirmé aussi l'efficacité du traitement, c'est l'observatoire danois. Donc, ils ont vu 2 centres danois de la sclérose en plaques. Et donc, on a vu que parmi ces patients qui ont reçu le Mavenclad, 84,8% ont eu une réduction de l'activité de la maladie après les 2 cycles du traitement. Et c'est 4,5% qui ont arrêté le traitement à cause d'une activité. Donc, c'est une très petite minorité. C'est un pourcentage très, très petit. Et donc, ça confirme ce qui a été rapporté par les études Clarity et Clarity Extension. Alors, dans le congrès de l'American Academy of Neurology, donc ils ont parlé également dans un poster de l'efficacité et la persistance voilà, du Mavenclad chez les patients qui ont reçu le Mavenclad. Et cette fois-ci, c'est à propos d'une cohorte allemande. Cette cohorte allemande, elle a colligé plus de 800 plutôt patients qui sont suivis actuellement en moyenne 5 ans. Et on peut voir, comme vous le voyez sur le tableau, donc les patients qui n'ont pas eu recours à un nouveau cycle de cladribine ou autre traitement DMT étaient au nombre ou bien au pourcentage de 75%. Et ceux qui ont nécessité une nouvelle course, un nouveau cycle de cladribine était au nombre de 9%. Donc c'est vraiment énorme, c'est un pourcentage très très important de patients chez qui on déclare le contrôle total de la maladie. Alors pour le switch, donc entre 4e année ou bien au-delà de la 4e année, donc un pourcentage de 16%, toujours un pourcentage qui est très bas. Alors je passe à la deuxième histoire. Et cette fois-ci, c'est un jeune homme de 31 ans, donc il est informaticien de profession, célibataire, très très sportif. Alors, quand même, sa maladie a été déclarée en 2015. Alors, il faisait des poussées médulaires. À l'époque, donc, on ne disposait pas beaucoup de traitement de DMT, donc on lui a proposé l'interféron. Donc, il est passé de l'interféron bêta-1 44 microgrammes aux 30 microgrammes. Et ce patient, il est vraiment très sensible. Il faisait toutes sortes d'effets secondaires à toutes sortes de médicaments. Mais c'est quelqu'un qui veut contrôler sa maladie, donc il est très bien observant. Et quand même, sous ce traitement, il continue à faire au moins une poussée par an qu'il récupérait sous Solumedrol. Donc, en 2020, il a fait 2 poussées, une médulaire et une au niveau du tronc cérébral. Et donc, à 3 mois, donc, il avait un EDSS qui est passé à 1,5. Alors, ce qui est de l'activité radiologique, ce patient, depuis le début, il n'avait pas beaucoup de charges lésionnelles, mais c'était des lésions quand même qui touchent soit juxtacorticales, soit corticales, comme vous voyez, des lésions qui suivent les fibres en U. Et en 2019, donc, je vous montrais juste que
il y avait des lésions qui sont devenues confluentes, continuent à faire des prises de contraste. Donc, en parallèle des poussées, il y avait aussi de l'activité radiologique. Et en 2020, donc, à l'occasion de la poussée qu'il avait faite, on voit toujours que les lésions augmentent de taille, elles deviennent beaucoup plus confluentes, et il continue aussi à faire des lésions qui prennent le contraste. Parallèlement, il avait une bonne trophicité cérébrale, il n'y avait pas de trou noir, et il avait une lésion unique médulaire cervicale. Alors, comment on a prescrit le Mavenclad? Pour prescrire le Mavenclad, en fait, il faut d'abord peser le malade. Donc, c'est des nombres de comprimés en fonction du poids. Donc, mon patient, il était entre 60 et 70 kg. Donc, ça lui fait 6 comprimés. Ces 6 comprimés vont être en fait divisés sur les jours de la semaine du lundi au vendredi. Donc, il va prendre 2 comprimés le premier jour et puis il va prendre 1 comprimé par jour le reste de la semaine. Donc, c'est comme ça qu'on prescrit le Mavenclad. Donc, la première année, on a besoin de prendre cette dose sur la première semaine du premier mois, donc la semaine 1, puis la semaine 5 du deuxième mois. Et puis, on attend jusqu'à ce qu'on boucle une année et puis on reprend le même cycle à nouveau. Donc, on pèse le malade, on décide du nombre de comprimés et puis on les répartit sur la semaine 1 et la semaine 5. Après la 3e et la 4e année, comme vous le savez, donc il n'y a pas de prise de traitement, que ce soit le Mavenclad ou autre. Alors, pour préparer ces patients au Mavenclad, il faut bien évidemment faire un bilan infectieux qui est complet. J'insiste sur la tuberculose et il faut revoir le profil sérologique du patient pour éventuellement proposer des vaccinations. On commence par revoir le carnet vaccinal du patient. Pour ce qui est des vaccins vivants ou vivants atténués, il faut attendre 4 à 6 semaines avant de démarrer le traitement. Mais si le traitement est démarré et c'est après qu'on veut c'est-à-dire vacciner le patient, il faut éviter les vaccins vivants et vivants atténués et il faut attendre surtout que les leucocytes soient dans la normale. Alors, toutefois, il faut quand même si vous le vaccinez, c'est-à-dire, et là je parle, si le patient prend son traitement, il faut vérifier par la suite avec des sérologies l'efficacité de ce vaccin que vous avez administré. Alors, comment je vais monitorer le profil lymphocytaire? Donc, avant la première prise, il faut faire une numération formule sanguine. Donc, on l'a fait avant. Le patient prend le traitement du premier mois, puis il va prendre le traitement du deuxième mois, puis je fais une NFS à M3, puis je fais une NFS à M7. Et donc, j'attends, donc on boucle la première année et je refais une NFS avant la deuxième année et il prend son traitement sur les 2 mois, puis la même chose, donc je refais à M3 et à M7. Bilan hépatique, chose qui est très importante à mentionner, c'est il faut d'abord commencer par l'anamnèse. Il faut chercher tout antécédent d'atteinte hépatique. Il faut voir s'il avait un bilan hépatique perturbé. Il faut poser la question par rapport aux antécédents, que ce soit d'atteinte hépatique connue ou bien d'accidents qui sont arrivés avec d'autres médicaments. Et voilà, donc le bilan, ce qui est recommandé, c'est de faire un bilan hépatique complet. Donc on peut faire les azates, les alates, le taux de bilirubine, les phosphatases alcalines. Et ça se fait avant chaque cycle, c'est-à-dire avant chaque année, mais vous pouvez le refaire si vous voulez, surtout s'il y a des signes cliniques qui vont évoquer une atteinte hépatique. Et voilà, dans ce cas-là, on peut d'abord commencer par les transaminases et la bilirubine. Et à ce moment-là, il faut c'est-à-dire soit on va interrompre le traitement en attendant que ça se normalise, ou bien si c'est vraiment sévère, on peut déclarer l'arrêt définitif du traitement. Mais c'est quelque chose de très important à surveiller, à garder en tête. Le patient qui va prendre le Mavenclad doit avoir c'est-à-dire un bon bilan hépatique. Alors, ce qui est de l'activité radiologique de mon patient
chez qui j'ai fait donc une IRM en décembre 2022, ce qui veut dire qu'on était à 1 an du traitement. Donc, on voit bien que les lésions sont stables. Donc, c'est toujours le même neuroradiologue qui lui fait ses IRM. Donc, l'analyse se fait bien comme il faut. On compte les lésions. On voit c'est-à-dire s'il y a augmentation de nombre de lésions préexistantes. Et donc, il n'y avait pas de nouvelles lésions. Il n'y avait pas de prise de contraste. Et donc, en janvier 2024, on refait une autre IRM, celle de 2 ans de traitement. Donc, comme vous pouvez le voir, le patient n'a pas présenté de nouvelles lésions en flair ou T2, il n'a pas présenté d'activité T1 GADO. Et pour ce qui est de la moelle non plus, donc il n'y avait pas de nouvelles lésions médulaires. Alors, pour ce qui est de l'évolution clinique, donc, le patient, il était vraiment stable. Il n'a pas présenté de poussée clinique après 2 ans de traitement. Son EDSS n'a pas changé, donc il avait un EDSS qui est à 1 au dépend d'un syndrome pyramidal réflexe. Pour ce qui est des tests, donc des 9 trous, des SDMT, donc ils sont restés inchangés. Et ce qui est très intéressant à rapporter, c'est l'amélioration de la qualité de vie. N'oubliez pas, c'est un patient qui est très actif, il est jeune encore, il fait beaucoup de randonnées, donc il voyage beaucoup, etc. Il fait beaucoup d'activités associatives. Et donc, ça lui a transformé la vie littéralement. Et donc, en fin de 2e année, donc il m'avait dit ça, j'ai repris mon sport de musculation, j'arrive à mener une vie normale et ça m'arrive d'oublier carrément que j'ai une sclérose en plaques. Et ça m'a vraiment fait plaisir. Pour ce qui est de l'évolution biologique, donc ces lymphocytes ont évolué comme tels. Donc on a démarré avec un taux qui s'approche des 4000. Et donc après la prise donc à M3 du contrôle, les lymphocytes ont diminué un petit peu, donc aux alentours de 2000. Et puis à M7, on a continué à avoir une lymphopénie qui dépassait 1500. Et puis le contrôle durant la 2e année, donc avant d'introduire le 2e cycle, les lymphocytes étaient à 1612, si je me rappelle bien. Et à M3, donc il a fait baisser ses lymphocytes, donc les lymphocytes ont diminué en dessous de 1500. Et puis à M7, donc on avait des lymphocytes à 800 et quelques. Et comme vous pouvez le remarquer, donc à travers c'est-à-dire le graphique que vous avez en face, c'est à partir de la 3e année, on a cette reconstitution lymphocytaire. Donc les lymphocytes commencent à augmenter de nombre. Ce qui est des azates et des alates, donc son bilan était normal tout au long des contrôles durant ces 2 années. Donc il n'y avait pas eu d'augmentation des azates ni des alates. Le reste du bilan hépatique était tout à fait normal également. Alors, c'est bien, donc on évalue par la clinique, on évalue par l'imagerie, on évalue par la biologie, mais il ne faut pas oublier de monitorer votre patient de façon clinique, c'est-à-dire examen clinique général, mais tout au long des 2 cycles, c'est-à-dire à chaque fois que vous le voyez en consultation, il faut bien examiner votre patient, répéter les questions, est-ce qu'il s'est passé quelque chose durant cette période que vous n'êtes pas vu. Et donc, je devais vous mentionner que mon patient, donc, une fois la première semaine du traitement, il avait fait une petite éruption cutanée qui était diffuse. Alors, ça m'a fait paniquer, je ne vous cache pas. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il est vacciné récemment contre le VZV. Est-ce que c'est quelque chose d'infectieux? Qu'est-ce qui se passe? Donc, on a pris un avis dermato. C'était en urgence. Donc, pour elle, c'était quelque chose, une petite réaction allergique aux médicaments, chose qui est rapportée avec le Mavenclad. Et elle m'a rassurée, c'est BNA, et elle m'a proposé que le patient prenne un antihistaminique. Sauf que mon patient, il est vraiment têtu. Il refuse de prendre. C'est quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à son mode de vie, hygiène, style de vie. Donc, il minimise les prises médicamenteuses. Donc, il a refusé catégoriquement de prendre l'antihistaminique.
Et heureusement pour lui, ça a disparu de façon spontanée, sans laisser de séquelles, après 2 jours, si je me rappelle bien. Alors actuellement, on est à 29 mois plus précisément. Donc depuis le début du traitement jusqu'à maintenant, Dieu merci, alhamdoulilah, il n'y a pas eu d'épisode infectieux, le patient se porte bien. Comme je vous ai dit, il est actif, il reprend son sport, donc jusque-là, il n'y a pas d'incident. Alors, maintenant, je voulais vous parler un peu de ce qu'on peut rencontrer avec le Mavenclad. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'étude première, donc c'est un follow-up quand même de 10 ans. Donc, on a beaucoup de recul par rapport au Mavenclad. Et ce qui est vraiment noteworthy, comme on dit, c'est que jusque-là, aucun cas de LIMP n'a été rapporté. Ce qu'on rapporte, c'est la lymphopénie, évidemment. Donc, c'est une lymphopénie qui va être transitoire. Elle est généralement légère à modérée. Elle a été observée, donc, que ce soit des études, la première étude Clarity ou Clarity Extension. Et moins de 1% des patients traités ont développé une lymphopénie de grade 4. Quand je dis grade 4, je dis des lymphocytes en dessous de 200. Pour ce qui est des infections, donc, dans l'ensemble, le risque est comparable à celui du placebo, sauf pour le zona. Et ce qui est du zona, et effectivement, donc c'était des événements, c'est-à-dire pour les événements graves, sévères associés au zona, c'était pas quelque chose de fréquent, c'était vraiment très rare et c'était gérable. Alors pour le risque de malignité, donc au tout début on parlait de risque de malignité attaché au Mavenclad, mais ce follow-up donc a pu démontrer qu'il n'y avait aucune preuve concluante d'un risque accru par rapport à la population générale. Donc le Mavenclad, il a un taux de malignité qui est comparable aux autres DMT. Alors dans la vie réelle, ce côté de safety de la cladribine a été rapporté et a été bien dit qu'il était comparable aux autres DMT. Bien sûr, toujours avec le risque plus accru par rapport aux infections à l'herpès ou bien c'est-à-dire au zona. Et dans cet article, donc ils ont étudié 260 patients qui étaient traités de cladribine et qui sont venus, c'est-à-dire de la vie réelle, qui sont venus de différents profils, c'est-à-dire un switch d'autres molécules. Et le risque de lymphopénie sévère, c'est-à-dire des grades des lymphocytes très bas, était plutôt chez les patients qui sont passés du diméthylfumarate au Mavenclad, avec un risque bien sûr d'infection à l'herpès. Ça s'explique, le diméthylfumarate, c'est un immunosuppresseur qui va entraîner une immunosuppression qui va être soutenue dans le temps, donc ça se normalise pas rapidement. Donc, quand on introduit la cladribine, il faut faire attention, le taux de lymphocytes doit être dans la normale, ou bien supérieur à 800. Alors, je passe à la troisième histoire, et celle-là, c'est à propos d'une jeune étudiante qui a 21 ans. C'est une étudiante, elle aussi très active. Elle est à la faculté, elle fait des études d'économie. Et donc, sa CEP a été déclarée en 2018. Donc, c'est là on lui a posé le diagnostic de sclérose en plaques et elle était mise sous interféron bêta-1A. Et quand même, sous interféron, donc elle a fait 4 poussées. C'est une CEP qui est active, donc évidemment, on lui a proposé le natalizumab qu'elle a reçu sur 2 ans. Donc, elle a commencé en 2021 jusqu'à 2020 jusqu'à 2021. Sous natalizumab, elle a fait quand même 2 poussées. Ces poussées ont été jugulées. On a pu récupérer, c'est-à-dire l'état clinique initial après des bolus de Solumedrol. Et toutefois, son index du virus JC a continué à augmenter. C'est une étudiante, donc c'est une personne qui est très branchée. Elle cherche toujours dans les forums, etc. Donc, c'est elle qui voulait, en fait, comme elle avait peur avec ses poussées, etc., elle avait peur d'un handicap séquelaire. Donc, elle est revenue vers moi. Elle me dit, je veux quelque chose d'autre. Je ne veux pas courir le risque de LIMP.
sur lesquels elle a lu beaucoup de choses, c'est-à-dire dans les forums. Et donc, on a décidé de switcher vers le Mavenclad en 2022. Donc, on a démarré le Mavenclad. Alors, elle avait une IRM qui était faite juste avant de démarrer le traitement. Donc, comme vous le voyez, c'est des lésions de la substance blanche qui sont assez nombreuses. Elles sont confluentes. Et il n'y avait pas de prise de contraste avant le traitement. Elle avait aussi des lésions médulaires et donc elle finit 1 an de traitement avec le Mavenclad. Et donc je refais une IRM de contrôle en janvier 2024. Et donc vous voyez, pour le radiologue qui fait toujours la même, c'est-à-dire c'est le même neuroradiologue qui a lu ces IRM, il me rapporte une nouvelle lésion qui prend le contraste, que j'ai pas vue sincèrement, mais je lui fais confiance. Il a dit qu'il y a une lésion qui prend le contraste. Alors on se pose la question, je suis à 1 an, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je considère que c'est une activité de la maladie? Est-ce que je continue vers le 2e cycle? Alors les experts, qu'est-ce qu'ils disent? Les experts, donc, ils proposent qu'après 1 an de traitement, il faut évaluer l'état initial du patient, c'est-à-dire avant de démarrer la cladribine. Comment il était votre patient? Si l'activité de la maladie est moindre qu'avant le traitement, on est amené à continuer le traitement. Allez-y, mettez le patient c'est-à-dire démarrer le 2e cycle. On peut utiliser des bolus de Solumedrol, évidemment, si le patient présente une poussée clinique. Et si l'activité est plus importante qu'avant, je peux continuer quand même le 2e cycle, mais je garde en tête que c'est une forme très très active. Il se peut que ce patient ait besoin d'un switch thérapeutique ou ait besoin d'un recours à un différent traitement. Alors, pour son bilan, donc, j'ai fait l'NFS à M3 évidemment, M7 de la première année. Donc, déjà au 7e mois, donc, elle fait une lymphopénie à 550. Et à M12 du traitement, c'est-à-dire après 1 an, donc la lymphopénie, elle revient à 730. Donc là, est-ce que je suis capable de démarrer le 2e cycle? Évidemment non. Donc il faut attendre que le taux de lymphocytes dépasse 800 pour que je puisse commencer le 2e cycle. Et pour cette patiente, on a dû attendre 6 mois avant de démarrer le 2e cycle. Donc elle a atteint 880 après 6 mois. Donc, c'était une repopulation très, très lente. Donc, j'avais demandé l'avis d'un sépolo qui a beaucoup de recul avec le Mavenclad. Et c'est lui qui m'a dit, maintenant, avec les 880, on peut reprendre le Mavenclad. Donc, j'insiste. Donc, il faut attendre à ce que le taux de lymphocytes se rétablisse. Et la durée qu'on peut attendre, c'est de l'ordre de 6 mois. Toutefois, si vous avez un taux de lymphocyte qui est trop bas, c'est-à-dire qui est en dessous de 200, lymphopénie de grade 4, on est plus à l'aise si notre patient reçoit un traitement prophylaxique anti-herpès. Alors, c'est vrai que c'est ce qui est recommandé par les experts. Mais dans la vie réelle, quand je demande aux sépologues, je leur pose la question, est-ce que vous mettez vos patients, c'est-à-dire quand vous trouvez cette lymphopénie importante, soit un traitement antiviral à titre prophylaxique? Ils me disent non. Sincèrement, ça, on ne le fait pas. Mais si on veut suivre les recommandations, il faut, c'est-à-dire protéger votre patient par un traitement anti-prophylactique, en fait, anti-herpès. À mi-chemin, comment elle évolue la patiente? Elle est à un EDSS à 1. Elle est jusque-là libre de poussée. En dehors de la lymphopénie, il n'y a pas eu d'effets secondaires rapportés. Alors, je voulais terminer par quelques nouveautés qui ont été rapportées dans le congrès de l'AAN de cette année. Donc, on a comparé
C'était les données d'un poster. Donc, on a comparé la tolérance de la cladribine versus ocrelizumab. C'est les données en fait de la surveillance de la FDA. Et comme vous pouvez voir donc sur ce tableau, donc il n'y a pas eu il n'y a pas eu plus d'infections comparées aux anti-CD20. Toutefois, j'attire votre attention, il faut faire attention à l'infection à l'herpès qui est éventuelle avec la cladribine. Autre chose rapportée également dans le même poster, les données de la surveillance de la FDA, cette fois-ci par rapport à la malignité de la cladribine versus ocrelizumab. Donc, il n'y a pas eu de risque de malignité cladribine versus ocrelizumab et il n'y a pas eu de surrisque significatif pour aucun des cancers qui ont été rapportés. Très bien, donc j'arrive à la fin et je vous dis que c'est un traitement de reconstitution immunitaire, c'est un traitement qui va rebooter le système immunitaire de votre patient. Il trouve sa place dans la sclérose en plaques rémitante récurrente active. Maintenant, on dispose d'un recul de plus de 10 ans qui montre que c'est un médicament qui est efficace, qui est bien toléré. Je réitère, donc j'attire votre attention sur le risque qui est lié au virus, notamment l'herpès. Et n'oubliez pas de vérifier le profil vaccinal de votre patient avant de démarrer la cladribine. Et je vous remercie pour votre attention.